Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. C'est l'avant-dernier épisode de la saison 2024-2025, avant une série d'été en juillet-août sur des assassinats politiques dans l'histoire, et avant le dernier épisode où on parlera de la série Andor et de son rapport à l'histoire. Aujourd'hui, on parle de la Grande-Bretagne dans la Seconde Guerre mondiale en compagnie d'Ariane Mack. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité et vous venez de publier aux éditions de l'EHESS un livre issu de votre thèse, En guerre et en grève, enquête dans les cités minières britanniques 1939-1945, un livre d'une grande richesse, dont le matériau est très original, et j'indique tout de suite que vous avez eu la gentillesse de partager une partie de ce matériau pour le podcast, puisqu'on va entendre des extraits audio d'entretiens que vous aviez réalisés pour cette enquête. Donc l'émission d'aujourd'hui, c'est non seulement une discussion, mais aussi à sa façon un documentaire. Alors première question, il y a donc eu des grèves pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que normalement tout le monde est mobilisé pour l'effort de guerre, sous le Blitz, sous les bombes, la Grande-Bretagne unanime, et il y a eu des grèves ? Eh bien oui, de manière très étonnante, et c'est vrai que ça fait partie des réactions interloquées des Britanniques à qui j'expliquais mon sujet, donc les grèves des mineurs de charbon pendant la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup de personnes étaient interloquées et me disaient tout simplement « mais il n'y avait pas de grève ». Pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que des grèves, il y en a eu, il y en avait même 7500 pendant l'ensemble du conflit. Et au sein de ces grèves, ce sont les grèves minières qui prédominent avec plus de 3400 grèves. Et donc, c'est vrai qu'au fil de mes recherches, j'ai réalisé que les études existantes, qui étaient assez rares sur ces grèves, elles s'étaient principalement intéressées à la gestion, et notamment à la répression des grèves du point de vue des autorités, ou alors à l'impact du conflit mondial, mais simplement du point de vue des grands dirigeants de syndicats miniers. Et en fait, dans la littérature existante, on avait très peu d'études de cas empiriques de grèves, très peu de prises à l'étude from below, par le bas de ces grèves minières. Alors d'où vous est venu l'intérêt pour ce sujet ? Est-ce que c'est plutôt l'histoire de la mine, l'histoire de la guerre, l'histoire de l'Angleterre, tout ça à la fois ? Qu'est-ce qui vous a amené sur la piste de ces grèves de 42-44 principalement ? Alors, très bonne question. En fait, c'est plutôt un coup de cœur pour un type de source. Les matériaux d'enquête d'un collectif, le Mass Observation, qui est un collectif très particulier, qui démarre à la fin des années 1930. Et en fait, il s'agit d'un coup de cœur qui remonte à très loin, puisque c'est lorsque j'étais étudiante en master, donc ça intéressera vos plus jeunes auditeurs, de savoir que voilà, les sujets de master peuvent nous emmener très loin. Donc quand j'étais étudiante de master, j'ai découvert pour la première fois ces notes d'enquête de ce collectif. Et à l'époque, je travaillais plutôt sur les grèves de dockers après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait quand même un prisme histoire sociale. Il y avait un prisme histoire sociale complètement. Et déjà histoire britannique. Et j'ai été complètement estomaquée par la richesse de ces matériaux d'enquête qui changeaient la donne pour faire l'histoire des grèves. Et donc après ce mémoire, j'ai décidé d'exploiter les enquêtes du Mass Observation sur les grèves minières, des enquêtes qui étaient encore plus nombreuses et qui étaient complètement inédites. Alors ça, on va reparler dans un instant. Juste avant, peut-être pour rester un petit peu sur l'approche générale du livre et ses renouvellements, c'est vrai que l'histoire minière britannique, elle est un peu surdéterminée par un certain nombre de choses, notamment les grandes grèves des années 1980 sous Thatcher, qui sont voilà, une référence politique aussi, historique très centrale, mais également la nationalisation des mines après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'est comme si la période de guerre était un peu entre parenthèses dans l'historiographie et quand c'est étudié, vous avez un peu commencé à lire une historiographie un peu poussiéreuse, très institutionnelle, en disant voilà, tel syndicat avait tel dirigeant et tel délégué de tel groupe local, etc. Un peu une historiographie voilà, de l'histoire du mouvement ouvrier, mais plutôt par le haut, plutôt à l'ancienne. C'est ça, une histoire des institutions syndicales d'une part, et surtout une histoire qui évoquait très peu ces grèves de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a une sorte de phénomène d'ellipse de la période de la Seconde Guerre mondiale de manière très étonnante dans l'histoire minière. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, cette histoire minière, qui est pourtant abondante en Grande-Bretagne, elle est plutôt charpentée autour de deux tournants du XXe siècle. D'une part, 1945, avec le passage de la Fédération des syndicats miniers à la création d'un syndicat unique, la NUM, National Union of Mine Workers en 1945, et d'autre part 1947 et la nationalisation des charbonnages. Donc c'est vrai que dans cette littérature abondante, on a des études qui travaillent sur le long du 19e siècle jusqu'en 1939, d'autres études qui démarrent plutôt en 1947 et qui vont étudier l'ère de la nationalisation, l'ère de la désindustrialisation. Mais ce moment de la Seconde Guerre mondiale, il a été étonnamment peu travaillé. Et je pense qu'une autre chose qui a joué, c'est le
le fait que ces grèves du temps de la guerre, elles sont essentiellement non officielles, so unofficial strikes, donc des grèves sauvages qui sont finalement lancées sans le soutien des syndicats, et donc elles ont eu tendance à être marginalisées par cette histoire minière. Ouais, c'est intéressant parce que dans l'histoire des mouvements syndicaux et dans l'histoire des grèves, il y a quand même un certain nombre d'épisodes très forts qui sont des grèves qui n'ont pas été initiées par des syndicats. On pense aux grèves chez Renault en 47, on pense à une partie des grèves de 68, on pense également par certains côtés aux grèves du Front populaire où ça a débordé les centrales syndicales et finalement, un certain nombre de grèves, quand elles sortent du mot d'ordre syndical, finalement, elles ont peut-être encore plus d'ancrage social ou encore plus de force contestataire. Alors complètement, et là c'est vrai que on le voit notamment du côté donc, de ces grèves, de ces deux grandes vagues de grève de 1942, de 1944, ici les vagues de jeunes. Et donc c'est vrai que par rapport à une historiographie notamment française qui a davantage étudié ces grèves sauvages, il m'a semblé qu'en Grande-Bretagne, ce qui explique un petit peu cet oubli, du moins pour la période de la Seconde Guerre mondiale, c'était vraiment l'absence de matériaux qui permettait de saisir ces grèves au quotidien, des grèves from below. Et je pense que c'est ce qui a vraiment joué, puisque des historiens des mines récents comme Keith Gildart, John McIlroy ont beaucoup appelé de leur vœu une sorte de déplacement finalement de l'approche de cette histoire des grèves. Est-ce que ça ne va pas aussi avec quelque chose qui est très présent dans l'introduction de votre livre et que vous expliquez aussi tout de long, c'est la force du mythe du Blitz, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais cette idée qu'il y aurait en gros en temps de guerre l'union sacrée, pour reprendre un terme 14e, l'union sacrée réalisée, il n'y a plus de conflit de classe, il y a une Grande-Bretagne unanime qui prend son thé flegmatiquement sous les bombes et jamais de mécontentement et de contestation sociale. C'est quand même une image qui a été très fortement cristallisée, y compris par le cinéma, la littérature, les mémoires, enfin on avait un vrai bloc mémorial autour de ça. Complètement. Et en Grande-Bretagne, c'est vraiment le mythe de la People's War qui a très longtemps infusé l'historiographie et qui reste très prégnant dans les mémoires liées à la Seconde Guerre mondiale. Donc cette idée d'une suspension des conflits sociaux, d'une unité sans précédent de la société britannique qui se serait forgée, comme vous le disiez, dans les moments les plus critiques, donc le Dunkirk Spirit, le Blitz Spirit, les bombardements du Blitz. Et finalement, ce mythe national de la People's War, il a pu faire écran à l'étude de ces grèves, mais aussi à la mémoire parfois de ces grèves. Et c'est ce qu'indiquait un autre historien, Richard Croucher, qui dès les années 1970 a essayé de réaliser des entretiens avec des ouvriers qui avaient fait grève pendant les années 1940. Et il commençait là encore à nier le fait qu'il y avait des grèves. Et puis petit à petit, s'est confronté aux archives que la parole se déliait de manière plus fluide encore, une fois que se faisait entendre le déclic qui indiquait que la cassette magnétique du magnétophone était... Donc c'est vrai que ce mythe de la People's War, il est essentiel pour comprendre ces grèves et finalement les difficultés auxquelles font face ces grévistes, donc qui font face aux accusations d'antipatriotisme. Ils sont sans le soutien des syndicats qui sont unis dans cette bataille industrielle. Par ailleurs, on a de grandes figures syndicales qui rejoignent le gouvernement de coalition de Churchill. Churchill lui-même, par contre, étant l'une des figures les plus honnies de la corporation minière. Mais donc vraiment, l'enjeu de ce livre, c'est de se poser la question de ces grèves et de ce qu'impliquaient ces grèves en temps de guerre, de ce qu'elles signifiaient pour les mineurs et ce que signifiait faire grève, donc malgré tout, malgré toutes ces difficultés. Parmi ces difficultés, là aussi, il faut le dire ou le rappeler, parce que quand on pense à un pays en guerre et à cette idée du consensus social, on perd parfois de vue le fait que le consensus, il est aussi construit par une législation et par des institutions. Il n'arrive pas tout seul par magie. S'il y a l'Union sacrée en 14, c'est aussi qu'on enferme les gens qui sont étrangers ou qu'on suspend la liberté de parution de la presse, etc. Et donc là, il y a quand même des mesures, en particulier la mesure 1305, qui, en gros, criminalise le fait de faire grève. Donc, l'idée qu'il n'y a pas de grève, quand vos interlocuteurs vous disent « mais il n'y a pas eu de grève », ça correspond quand même à une réalité, c'est que pour eux, il ne pouvait pas y en avoir parce que le cadre légal interdit de faire grève lorsque ça met en péril l'effort de guerre. Exactement. Donc, ce décret 1305 qui est édicté le 18 juillet 1940, il pose les bases de cette nouvelle législation anti-grève pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il interdit de facto les grèves et il en fait même un délit pénal, donc a criminal offense en anglais, donc un délit qui est passible d'amende et de peine de prison jusqu'à 5 ans de prison.
Ce décret 1305, il va aussi mettre en place une nouvelle procédure de règlement des litiges, dont la dernière instance est finalement un arbitrage obligatoire. Et donc, on est vraiment dans ce contexte où il s'agit pour le gouvernement britannique de maximiser la production en évitant toute cessation du travail, de museler les revendications salariales en plein contexte d'inflation. Et donc, finalement, ce nouveau décret, il s'agit d'une des grandes difficultés auxquelles vont être confrontés, je l'ai dit, les mineurs en grève. Et finalement, là aussi, la littérature sur ce décret, alors, elle est intéressante, mais elle est très surplombante et elle pose la question en termes de bilan du décret et d'efficacité du décret, efficacité qui plus est pour le gouvernement britannique. Or, il m'a semblé que pour faire une véritable histoire sociale des mondes miniers en grève, il s'agissait d'aller au-delà de cette simple problématique et donc essayer d'examiner sur le terrain au ras du sol où on pouvait observer le heurt entre la législation, donc le droit, et les mineurs. Et donc réfléchir à la manière dont le droit, finalement, cette législation s'attaquait aux mineurs, et finalement avait parfois du mal à arrêter les grévistes, puisque les ministères en cause vont avoir beaucoup de mal à mettre en œuvre ce décret 1305, notamment dans le cas des poursuites de grande ampleur. Ils vont avoir du mal aussi à éviter l'extension des conflits avec l'émergence d'énormément de grèves de solidarité, grèves de sympathie. Oui, parce que si on arrête trop de grévistes, déjà, ça fait des mineurs en prison au lieu d'être au fond, et puis ça fait des gens qui pourraient débrayer pour dire il n'est pas normal qu'on les arrête. Donc il faut doser malgré tout. La théorie, c'est que c'est illégal. En pratique, en temps de guerre, il faut doser de manière assez fine ce qu'on peut faire, en tout cas quand on n'est pas dans l'Allemagne nazie, quoi. On est quand même dans un État avec des formes démocratiques. Donc voilà, ça reste délicat. Complètement. Et ce qui m'a intéressé, c'était de voir vraiment ces difficultés très pratiques, très logistiques aussi des autorités pour arrêter un millier de grévistes. Donc, ils n'avaient tout simplement pas assez de formulaires, pas assez de policiers pour arrêter les mineurs. Et puis, l'autre stratégie qu'ils vont tenter de mettre en place, c'est plutôt que d'en envoyer 1 millier en prison, c'est de choisir quelques meneurs. Alors là aussi, on a énormément d'enquêtes et de stratégies, parfois en concertation avec les institutions syndicales pour choisir quelques meneurs qui très vite font figure de martyrs. Et donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup étudié pour Betzinger. Donc, et l'autre difficulté, on l'a dit, c'est vraiment l'extension des conflits, puisque petit à petit, ces mineurs vont mettre en place de nouvelles stratégies de résistance collective à ce décret 1305, et notamment réfléchir en amont à des stratégies de solidarité, donc un soulèvement général des bassins miniers voisins dès l'arrestation des premiers mineurs. Et donc c'est aussi ça qui m'a intéressée, donc c'est de voir vraiment ces stratégies qui se mettaient en place et finalement la manière dont les mineurs grévistes très rapidement arrivaient à contourner la législation. Et d'ailleurs, il faut quand même le souligner, cette législation, ce décret 1305, initialement, il n'avait pas vraiment vocation à être utilisé durant quasiment la première année et demie de la guerre, donc il n'est pas du tout utilisé. Et Ernest Bevin, qui est le ministre du Travail et du Service national, le voit un petit peu comme un instrument dissuasif, une façade dont il s'agirait de protéger l'illusion, mais qui n'est pas vraiment à mettre en œuvre. Et c'est petit à petit, au fil notamment des pressions du patronat, mais aussi de Churchill et d'autres ministères, que ce décret va être mis en œuvre, mais toujours de manière assez légère. Alors, comme on l'a dit, vous ne faites pas une histoire par le haut de tous ces événements, mais une histoire par le bas. Et c'est vraiment le pari et la grande réussite du livre. Et pour ça, vous avez, alors je ne sais pas s'il faut dire la chance, enfin un petit peu quand même de la chance, parce que c'est un peu un fantasme historien. Si on avait des informateurs à l'intérieur d'un mouvement social, si on avait des informateurs parmi les gens qui écoutent les discours de Desmoulins le 12-13 juillet 1789, qui prendraient des notes en temps réel, là, vous en avez, pour un certain nombre de lieux, c'est ces informatrices, ces enquêtrices du Mass Observation. Alors vous avez un petit peu commencé à dire de quoi il s'agit. C'est pas des universitaires, mais c'est des gens qui tout seuls se sont dit il faut étudier cette société, ces gens ordinaires, cette société qui change, société moderne industrielle. Faisons des observations de masse. Comment ça commence? C'est qui ces gens?
Alors, ce Mass Observation, effectivement, c'est un collectif qui est complètement fascinant. Vous l'avez dit, il s'agit en fait essentiellement d'amateurs ou d'autodidactes qui vont se former sur le tas. Et finalement, donc, ce collectif, il commence en 1937. Il est créé en 1937 par 3 jeunes intellectuels. Ils sont vraiment très jeunes, hein. Ils ont tous la vingtaine. Donc, notamment Tom Harrison, Charles Madge et Humphrey Jennings. Et ces 3 intellectuels, ils forment ce collectif pour réaliser ce qu'ils appellent une anthropology of ourselves, une anthropologie de nous-mêmes. Donc il s'agit bien de ramener les méthodes de l'anthropologie expérimentées par Malinowski aux îles Trobriand, mais sur le terrain britannique. Ça veut dire que c'est pas des universitaires, mais ils ont quand même quelques lectures. Alors ils ont quelques lectures et ils ont en fait de nombreux soutiens. Ils ont le soutien de Malinowski, qui a affirmé que le Mass Observation était un produit des meilleures tendances de la science sociale contemporaine, le soutien de Lazarsfeld, de Keynes, de Rowntree, mais en même temps, ils ont une position très ambiguë dans le paysage universitaire de l'époque parce qu'ils n'ont pas d'ancrage universitaire et par ailleurs, ils ont un discours qui est assez anti-universitaire. Alors d'ailleurs, on va entendre l'un de ses fondateurs, Tom Harrison, dans une émission de la BBC en 1939, expliquant sa façon de travailler, expliquant d'où il vient, hein, donc c'est un extrait en anglais, et on va voir que d'où il vient, c'est de l'observation, mais l'observation des oiseaux. On écoute cet extrait. But I started as an ornithologist, a bird watcher, and I went on to become an anthropologist, a man watcher. My interest was really to describe as exactly as possible how people behave. So, first of all, with 4 other people, I went to a Lancashire cotton town, which I shall call Worktown. There I took a house in a working-class street, and we started to make a whole-time job of studying the lives of the people who live in this town. Dans cet extrait, on a entendu plusieurs choses. On a entendu son passé d'ornithologiste, également ce qu'on pourra formaliser plus tard comme de l'observation participante. On est avec les gens qu'on observe. Et puis ce verbe « to describe ». On a déjà cette idée, qui sera formalisée notamment par Clifford Geertz, de la description dense. Et plus la description est dense, plus on accède à la réalité sociale. Donc c'est des gens, même sans être dans l'université, qui finalement ont l'intuition de manières de travailler qui sont extraordinairement riches pour décrire et comprendre une société. Voilà, et c'est vrai que ce passage, donc, qui est extrait, je crois, d'une émission de la BBC de 1939, est particulièrement intéressant parce que là, Tom Harrison, il évoque 2 expériences fondatrices qui vont énormément influencer les pratiques d'enquête du Mass Observation. Donc le fait, d'une part, qu'il est passionné d'ornithologie, et d'autre part, son expérience en tant qu'anthropologue autodidacte. Et finalement, cette passion pour l'observation des oiseaux va beaucoup revenir dans la manière dont il va former notamment les premiers enquêteurs du Mass Observation, à qui il va dire qu'il s'agit d'observer les comportements humains en se basant sur l'observation uniquement, et donc il va presque aller jusqu'à leur dire observez les gens dans la rue, dans les rues de Bolton, comme si vous aviez des boules caisses. On a aussi ce principe de l'observation cachée, de l'observation dissimulée, qui est vraiment au cœur des pratiques d'enquête du Mass Observation. Et puis par ailleurs, on a cette deuxième expérience, qui est cette expérience d'anthropologue autodidacte qu'il va avoir finalement dans les Nouvelles Hébrides. Et il va revenir des Nouvelles Hébrides en se disant que finalement, il y a des méthodes à ramener et qu'on ne connaît pas la population britannique, et notamment les classes populaires britanniques, dans autant de détails, de manière aussi approfondie qu'on ne connaît désormais certaines populations plus éloignées. Et donc, il l'explique ici, ce qu'il va tenter de faire, c'est d'étudier, d'observer les classes populaires de Bolton, alors ville ouvrière du nord de l'Angleterre, avec un passé textile important, qui est connu sous le nom de Worktown dans la littérature du Mass Observation. Et donc, il va s'installer avec d'abord un petit noyau d'enquêteurs, 4, 5, très vite une vingtaine d'enquêteurs. Ils s'installent ensemble dans une maison un petit peu insalubre, et finalement, ils vont lancer comme ça les premières enquêtes du Mass Observation. On écoute Tom Harrison dans la même émission expliquer un petit peu plus cette façon de travailler. Mass observation carries on observing, watching, listening, interviewing people, all the time trying, as far as we can, to be accurate, honest and impartial. We listen to the voice of men in the street and women in their kitchens. What does he think? What do I think? What do you think?
Au passage, Man on the Street, Woman in the Kitchen, c'est aussi des gens de leur époque, et donc des gens, on le suppose plutôt des classes aisées britanniques, qui vont aller à la rencontre de gens qui le sont moins. Donc, est-ce qu'il n'y a pas parfois des biais, des hiatus sociaux, des biais de genre qui viennent un peu compliquer l'enquête, même si les deux personnes que vous avez étudiées sont des enquêtrices, voilà, mais c'est une observation. Aucune observation, évidemment, n'est pure et parfaite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des possibles biais ou incertitudes qui en résultent ? Alors, c'est vrai que parmi les quelques études existantes sur l'histoire du mass observation, ce qui a longtemps été mis en avant, en fait, l'image du mass observation qui a longtemps prédominé, c'est celle d'une équipe de jeunes bourgeois allant étudier, comme ça, de manière un peu amateur, les ouvriers britanniques. En réalité, si on étudie vraiment ce collectif d'enquête et les gens qui forment ce collectif d'enquête, notamment dans les premières années à Bolton, on voit que certes, il y a eu des artistes, des intellectuels britanniques qui étaient des proches de Tom Harrison et Charles Mudge qui sont venus un week-end, quelques jours parfois, à Bolton, prêter main forte au collectif. Mais qui était vraiment au cœur de ce collectif ? Eh bien, au cœur de ce collectif, on avait des enquêteurs ouvriers. Des prolet ops, comme les appelait Tom Harrison. On avait par exemple Walter Hood, un ancien mineur de Durham, qui est passé par Ruskin College et qui était un militant travailliste. On avait Joe Wilcock, qui était un prêtre ouvrier. John Summerfield, un écrivain communiste qui était tout juste rentré des brigades internationales en Espagne. Et donc en fait, voilà, faire l'histoire de ce collectif d'enquête, c'est aussi nuancer un petit peu cette image qui est longtemps restée collée à la peau du mass observation. Néanmoins, c'est vrai qu'il est assez fascinant d'étudier finalement les rapports enquêtés dans différentes études menées par le mass observation. Du coup, en le lisant, je me suis demandé dans quelle mesure il n'y avait pas un effet de mise en abîme, parce qu'en plus, vous avez étudié leurs matériaux, mais leurs matériaux initiaux, pas uniquement les enquêtes une fois formalisées, publiées sous le titre Mass Observation. D'ailleurs, dont Mark Bloch a rendu compte dans les Annales en 1940, il y a un petit article de Mark Bloch qui dit tiens, voilà, l'intérêt de Mark Bloch pour le trait contemporain se voit aussi comme ça. On pourra mettre le lien sur le site de l'émission. Mais la matière première de l'enquête, c'est-à-dire les carnets de terrain, alors dans quelle mesure, en lisant ça, vous n'êtes pas retrouvé en enquêtrice enquêtant sur des enquêtrices? Ça fait un drôle d'effet quand même de retour réflexif en miroir, quoi. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est très singulier comme dispositif. Alors, c'est vrai que ça a un côté un peu enquête au carré ou enquête au cube, puisque, en fait, très vite, on est amené, en faisant la revisite historienne de ces enquêtes de sciences sociales, à faire aussi l'histoire de ce collectif et à faire aussi l'histoire des pratiques d'enquête. Puisque vraiment, ce qui m'a fasciné, ce sont donc ces matériaux d'enquête qui ont souvent été en fait négligés. C'est-à-dire que le mass observation n'est pas du tout inconnu des historiens britanniques. C'est devenu une source centrale de l'histoire culturelle de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai que les historiens ont eu tendance à utiliser d'autres matériaux du mass observation. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les matériaux issus du panel national de volontaires qui envoyait des questionnaires mensuels. Donc plutôt le côté étude d'opinion du mass observation, qui est un pionnier de l'étude d'opinion, alors que de mon côté, il m'a semblé que ce qui était le plus riche, c'était vraiment ces enquêtes ethnographiques. Et ces enquêtes ethnographiques, elles ont été longtemps mises de côté parce que on avait tendance à se tourner vers les quelques publications issues des enquêtes, ou alors vers les rapports d'analyse intermédiaire qui souvent en fait écrasaient la richesse de ces matériaux ethnographiques. Puisque, de quoi s'agit-il exactement ? Dans cet ouvrage, j'ai revisité 2 enquêtes en particulier qui ont été menées donc par 2 enquêtrices du Mass Observation, Veronica Tester qui a mené une enquête à Betsanger dans le Kent en 1942 et Molly Tarrant qui a mené une sorte de community study dans une bourgade galloise Blaina et Nantiglo en 42 et 43. Et en fait, c'est vrai que en lisant ces documents d'enquête, on a l'impression d'observer la grève comme si on était juché sur l'épaule des enquêtrices, parce qu'on a des entretiens approfondis, mais aussi des collègues de témoignages avec des mineurs, des femmes de mineurs, des grévistes, des directeurs de mines, des représentants syndicaux, des petits commerçants, les habitants des villes voisines. Donc vraiment une grève saisie au ras du sol, en communauté, qui nous fait complètement sortir de la posture du mineur seul, figé, en héros de la classe ouvrière. Et on a aussi énormément d'observations de terrain.
des observations de terrain qui sont menées sur les lieux du travail, le carreau de mine, mais aussi et essentiellement sur les lieux de sociabilité des cités minières, donc les pubs qui reviennent énormément, les Welfare Miners Club, les épiceries, les rues, et donc des lieux souvent négligés de la cartographie gréviste qui permettent finalement de voir l'articulation avec différentes questions. Mais aussi peut-être, je terminerai par préciser qu'ils permettent aussi de voir des lieux de l'intime. Puisque par exemple, dans l'une des enquêtes, on sait que l'enquêtrice Véronica Tester est logée chez un mineur gréviste et chez sa femme. Et donc ça lui permet de rapporter des scènes de l'intimité des foyers grévistes, de suivre vraiment au jour le jour l'évolution de la situation économique du foyer. Et donc ça permet effectivement des matériaux de rêve pour une historienne des grèves, des matériaux en cours d'action et pas simplement a posteriori. Et effectivement, des descriptions denses, on l'a dit, avec toute une foule d'observations qui sont vraiment propres à l'ethnographie. Alors sur l'histoire du Mass Observation, je renvoie à l'article que vous avez publié dans la revue ethnographique.org, on mettra le lien également. Le Mass Observation, retour sur un singulier collectif d'enquête britannique. Alors, comme si ce matériau massif ne suffisait pas, vous avez aussi fait de l'enquête orale en disant ces voix qui sont retranscrites par ces notes d'enquête, est-ce qu'on peut aussi essayer de les entendre de manière contemporaine et d'aller retrouver des gens qui avaient 20-25 ans à l'époque, encore en vie dans les années 2010, et donc vous avez mené une enquête orale. Ça s'est imposé tout de suite, cette idée, c'est venu en cours de route, comment vous êtes dit que ce serait bien aussi de compléter avec ça ? Alors, c'est vrai que cette démarche d'histoire orale, elle s'est imposée très tôt. Parce que je crois qu'à la lecture des documents, ça donnait vraiment envie de faire une sorte de retour sur le terrain, de voir l'évolution de ces bassins miniers. Mais c'est vrai que je me suis dit aussi très tôt qu'il s'agissait là de terrains assez idéaux pour finalement poursuivre l'enquête. Et donc, je suis retournée dans les années autour de 2015 dans ces cités minières où les enquêtrices du Mass Observation avaient enquêté plusieurs décennies plus tôt, et donc pour mener donc plusieurs entretiens, une quarantaine d'entretiens avec d'anciens mineurs, des femmes de mineurs, des enfants des proches de mineurs. Et c'est vrai que ça a été central et que finalement sur le terrain, il y a énormément d'articulations qui se sont faites autour notamment des matériaux du Mars Observation. C'est-à-dire que par exemple, quand j'allais interroger des personnes, il m'est arrivé de leur ramener des extraits des enquêtes du Mars Observation. Ils étaient très étonnés de retrouver des lieux qui existaient encore et ça a souvent fait naître des choses particulièrement intéressantes. C'est intéressant aussi de faire de l'histoire orale pour une thèse et un livre en français avec des gens qui sont des Britanniques, du coup aussi des Gallois, des gens qui ont leur façon de parler, leur accent particulier, qui sont parfois, l'accent du Yorkshire, c'est pas le même que celui du Kent, etc., etc. Du coup, ça pose toute une série d'enjeux de retranscription. Comment faire sentir à l'écrit les intonations de l'oralité, les spécificités de l'oralité et ce que ça dit des personnes interrogées. Et comme vous nous avez gentiment passé une série de ces extraits, je propose d'écouter un petit extrait qui porte justement sur ce monde de la mine et sur les différents dialectes, puisque c'est un jeune mineur qui s'appelle Geoff Rose, qui n'est pas originaire de la région où il va travailler, et il se retrouve à répandre de la poussière partout parce qu'il a confondu ce que lui a dit un contremaître. Le contremaître lui a dit « dust here », et il a compris « dust here », mais de la poussière ici, alors que le type lui a dit « dust here », est-ce que tu entends, avec une tournure un peu ancienne, dust, ou un peu locale, « dust here ». Je propose d'écouter ça parce que c'est justement sur ces malentendus dialectaux et cette oralité si particulière. And the man said, "You said dust here." And he said, "I don't mean that. Can you hear? Dust hear me. Do you not hear me?" That was one of the problems with the dialect. Donc des gens avec des origines différentes, avec des niveaux de langage différents, avec des dialectes différents. Comment on met ça dans un livre ? Alors, c'est vrai que mon baptême du feu en tant que jeune oral historian, ça a été alors initialement avec plutôt un docker à Liverpool qui avait un accent scouse très prononcé dans un pub, en fait très bruyant aussi. Donc c'est vrai que ça a été une sorte un premier avertissement sur les difficultés qui allaient peut-être s'offrir à moi. Et c'est vrai que alors j'étais confrontée à ces différents dialectes, à ma position peut-être aussi en tant que jeune universitaire française. Et la question de la transcription, alors, s'est posée très tôt et se pose à toute personne qui fait une enquête orale.
Et c'est vrai que, de mon point de vue, l'enjeu, ça a été de trouver le bon équilibre entre rester au plus proche de la parole des enquêtés et en même temps garder l'ensemble lisible. Et donc là, je me suis beaucoup référée notamment au travail pionnier de Raphael Samuel, notamment un très bel article sur les périls de la transcription qui évoque la manière dont on peut être tenté en tant que oral historian de finalement mettre la parole dans les cadres et dans les boîtes de l'écrit, de la langue écrite. Donc l'enjeu, c'était de respecter les pauses, les silences, alors quelques tournures dialectales, les répétitions. Et en même temps, c'est vrai que, et c'est une question qui est très débattue dans l'histoire orale et chez les sociologues, c'est vrai qu'il s'agissait aussi de rester proche de ce que les enquêtés pouvaient considérer comme un parler respectable. Et donc, parfois, leur faire relire certains extraits. Et voilà, donc c'est vrai que c'est tout un équilibre qui est assez important dans la transcription. Et en fait, il y a eu une deuxième difficulté qui s'est superposée à cette question de la transcription, qui est celle de la traduction. Puisque dans le livre, l'ensemble de ces extraits sont traduits en français. Et on voit bien les problèmes que ça pose avec cette anecdote où on a le... Dust here, donc envoie de la poussière. Donc le Bevin Boy pense qu'il s'agit d'envoyer de la poussière via la cage de la mine, alors qu'en réalité, le mineur dit avec un accent du Yorkshire, Dost hear, do you hear? Et donc, ça a été très compliqué de réfléchir à ces traductions-là. Donc, j'ai souvent choisi de garder certains termes en anglais, mais typiquement, il y a énormément de plaisanteries dans mon livre, énormément de plaisanteries entre mineurs et Bevin Boy, on l'évoquera. Et en fait, beaucoup de ces plaisanteries ont été publiées par les mineurs pendant la Seconde Guerre mondiale et elles reposaient finalement sur la différence entre le parler local du Yorkshire, souvent de mineurs typiques, et le parler plus middle class des Bevin Boy. Et donc, j'ai tenté différentes expériences de traduction en français en me disant, mais comment rendre ces différents parlers? J'ai tenté de faire une sorte d'équivalence étrange entre le dialecte du Yorkshire et typiquement tenter, si on le faisait en ch'ti, qu'est-ce que ça donnerait? Et bien sûr, c'était catastrophique, donc j'ai rapidement abandonné. Mais c'est vrai que ça a été une grande question, cette question de l'accent, que j'évoque d'ailleurs dans une petite annexe à la fin de l'ouvrage, qui revient sur finalement cette enquête orale, les choix méthodologiques qui ont été faits et peut-être certains aspects de la relation enquêteur-enquêté. Oui, il faudrait regarder comment les traducteurs littéraires traduisent D.H. Lawrence en français, parce qu'il y a Sons and Lovers, par exemple, qui se passe dans ce monde de la mine et qui ne doit pas être simple à rendre. Et alors, pour les gens qui nous écoutent, l'accent du Yorkshire, imaginez Ned Stark, Sean Bean, c'est l'un des plus beaux exemples d'acteurs qui le porte à l'écran, le fait entendre. Alors, si on rentre maintenant dans la dimension concrète de ces grèves que vous avez approchées via ces carnets, via ces enquêtes orales, on se rend compte que, de manière finalement pas surprenante, un des enjeux clés, c'est comment gagner son pain en temps de guerre. Est-ce que le salaire est juste? Et est-ce que le salaire est juste pas seulement purement en termes numéraires, mais est-ce qu'il est juste par rapport à l'effort qu'on produit? Et là, on retrouve dans le livre une notion très mobilisée, là aussi dans l'historiographie britannique, et pas seulement, la notion d'économie morale, l'idée que un salaire juste, c'est pas simplement un chiffre, c'est un salaire qui correspond à une hiérarchie symbolique, qui correspond à une idée de la justice, une idée de ce que peut être une juste rémunération par rapport à un travail valorisé à sa bonne valeur, à son bon niveau. Et on se rend compte que ces grèves, elles se déclenchent notamment lorsqu'on touche à cette idée du salaire juste, parce que le salaire minimum est menacé, on commence à y porter atteinte en 1942 à Betteshanger, et c'est ça qui est une des grandes motivations des grèves. C'est ça, complètement, parce que finalement l'enjeu de cet ouvrage, ça a été d'étudier comment la guerre a bouleversé l'univers normatif des mineurs et finalement comment il s'agit de réinventer les principes de légitimation d'un juste salaire. Et cette question donc de la juste rémunération, elle est très débattue par les mineurs qui se battent pour un salaire minimum national, qu'ils vont d'ailleurs obtenir en 1942, qui se battent pour la revalorisation de leur salaire, notamment vis-à-vis des hauts salaires des ouvriers dans les usines de guerre, dans les usines de munitions. Et en fait,
ce qui m'a intéressée, c'était de voir l'articulation entre ces questions-là et, bien sûr, des questions de dignité ouvrière, de l'art de travailler à la mine, de compétences minières qui, pour différentes raisons, pendant la Seconde Guerre mondiale, sont singulièrement ébranlées. Et donc, ça a été vraiment au cœur de cet ouvrage. Et peut-être que ce que permettent les matériaux d'enquête du Mars Observation pour finalement renouveler un peu cette étude des grèves salariales, ça a été vraiment de voir comment elles sont articulées, ces questions salariales, à différentes questions lorsqu'on les étudie au ras du sol, au sein des communautés minières. Et donc elles sont articulées, c'est ce que j'ai essayé de montrer, notamment à des questions de consommation dans ces cités minières, à des questions d'émancipation féminine. Alors ce qui est très intéressant pour rester un moment sur ces enjeux de légitimité, c'est que le temps de guerre redéfinit en partie les hiérarchies sociales, mais surtout les hiérarchies symboliques, c'est-à-dire qu'il y a le sommet de la hiérarchie symbolique, c'est le pilote de la RAF, et puis tout en bas, il y a le traître, où il y a le pur profiteur de guerre, parasite social. Et entre les deux, le mineur, c'est très ambivalent, parce que le bon mineur, c'est celui qui travaille beaucoup, qui produit beaucoup, qui participe à l'effort de guerre, mais s'il demande de meilleur salaire, il peut très vite basculer du côté du profiteur ou du parasite. Donc c'est quelqu'un dont la position en termes de légitimité et de place symbolique dans la hiérarchie sociale, finalement, est très ambiguë, et les grèves mettent en évidence cette ambiguïté. Voilà, et ce que soulignent beaucoup en fait les mineurs grévistes qui sont interrogés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le paradoxe, qui est que pendant la guerre, ils ont été érigés en figure du travailleur idéal du home front, donc le front domestique, puisque effectivement ils sont très mis en avant, notamment dans les affiches de propagande. Il s'agit quasiment du parallèle au sein du home front aux soldats, et donc ils sont très mis en avant. Oui, et il faut le dire, plus que dans les années 20, où c'était quand même un danger social, c'était l'homme au couteau entre les dents, le mineur quasiment. Donc là, il y a presque une dignité nouvelle qui a été acquise, et en même temps qui est fragilisé. Et en même temps, ce que soulignent ces mineurs, c'est qu'il s'agit d'affichage et qu'il s'agit de quelque chose de très cosmétique. Et c'est pour ça qu'ils savent que leur place dans la société britannique est plus importante pendant la Seconde Guerre mondiale, du fait de l'importance du charbon, etc. Donc, c'est aussi ce qui leur donne un certain poids dans ces grèves de la Seconde Guerre mondiale. Ils le savent. Et en même temps, finalement, on n'arrête pas de leur dire « Attendez la fin de la guerre. Attendez avant la fin de la guerre pour mettre en avant vos revendications. » Mais ce qu'ils soulignent, c'est que ça a aussi été le cas après la Première Guerre mondiale, et ils évoquent finalement les très difficiles années d'entre-deux-guerres qu'ils ont vécues, avec notamment la Grande Dépression. Et donc cet entre-deux-guerres, pour les mineurs, il s'agit presque d'une dette symbolique qu'a la société britannique à leur égard. Et c'est une dette symbolique, mais c'est aussi une sorte d'alerte et de danger futur face à une situation dont ils craignent qu'elle se répète. Donc, ils mettent beaucoup en avant, finalement, l'écart entre ces affiches de propagande, la pression productiviste en même temps, et finalement le fait que leurs demandes sont très peu écoutées. Par ailleurs, donc on l'a dit pour les années 20, mais pour les années 1940, c'est toujours le cas. Il y a un grand mépris social vis-à-vis des mineurs, et ça revient aussi énormément dans les témoignages des mineurs. Pour donner une idée de la difficulté à faire grève, et moi ça m'a rappelé des choses que j'avais étudiées sur la difficulté de se mutiner dans une armée en guerre en 1917, on est dans ce cadre plus illégitime, c'est-à-dire arrêter, incarner ceux qui rompent la solidarité nationale, ceux qui rompent l'effort de guerre. C'est très dur à assumer, parce que du coup les discours d'autorité sont très faciles à faire. Les gens qui disent vous êtes des mauvais patriotes, vous êtes des gens indignes, etc. On va écouter ce que vous a raconté au micro un de ces jeunes mineurs qui a participé aux grèves de mineurs gallois de mai-juin 1942, Brinley Evans, dans un entretien en 2015. Il est convoqué dans le bureau du directeur de la mine, qui, parce qu'il fait grève, le traite de tous les noms, et le traite notamment de petit bolchevique, Little Bolshy. On écoute cet extrait. He shouted, "Send that boy in." In I went, and he didn't face me, had his back towards me, and I could see his neck went red. So he was real mad? Yeah, and good God, he called me everything under the sun. Do you know there's a war on his head? He had a real little bloody bolshy, he said. And he had checked up, he said, do you know there are about 16 or 17 of your family working for the Evans and Bevan family? He said, never a minute's trouble in their life.
except for you, he said. Get out of here, he said, get out of my sight. And I did, I went in and joined the army. Bloody little Bolshie, sale petit bolchevique. Et puis, il lui rappelle que ce très jeune homme, il a employé 16 ou 17 membres de sa famille qui n'ont jamais posé aucun problème. Donc là, le paternalisme patronal dans toute sa splendeur, et qu'il est le premier, finalement. Et du coup, ça met du poids sur les épaules. On imagine bien que faire grève, c'est tout sauf évident dans ce genre de contexte. Alors complètement, George, il a 17 ans lorsqu'il participe à ces grèves des jeunes mineurs gallois, les Pit Boys, de mai-juin 1942. Et ce que lui renvoie le directeur de la mine, c'est le fait que faire grève, c'est donc un affront à sa famille, un affront à la compagnie Evans Bevan Limited, qui est très importante dans les mines galloises. Un affront bien sûr en temps de guerre, there is a war on, there is a war. Et puis il le renvoie aussi, alors Little Bolshie, je pense que ici dans ce contexte, c'est vraiment lié à la Pit Boy Strike de 1942, qui a été donc portée par ces jeunes mineurs, qui revendiquent là aussi une revalorisation du salaire des jeunes et qui évoque certains problèmes spécifiques des jeunes mineurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces revendications, elles étaient en partie le fait de la Young Communist League. Et donc il fait référence finalement à ces meneurs ici. Mais c'est vrai que ce qui est très frappant ici, c'est la manière dont finalement ce jeune mineur, il fait face aux autorités patronales, syndicales, familiales, qui vont toutes réagir à cette grève, puisque la famille de George va aussi se montrer complètement, va trouver que c'est un outrage qui a été fait dans le fait de se mettre en grève. Et là, ça fait vraiment penser à Michel Perrault, qui a étudié dans le cas des grèves de jeunes mineurs, la manière dont ils sont confrontés donc à cette triple coalition du patronat, des parents et des syndicats. Et donc c'est vrai qu'il m'a semblé que c'était un extrait intéressant pour montrer ce à quoi pouvaient faire face ces jeunes mineurs en particulier. Avec même un truc au second degré qui est que à ce moment-là, on est alliés, les Britanniques, avec l'URSS, et que du coup, tout le discours dominant a complètement changé. On est en train de vanter le productivisme des mineurs soviétiques qui, eux, ne ratent pas un shift, ne ratent pas un moment au fond de la mine. En gros, la presse britannique est devenue pro-stakhanoviste, ce qui est évidemment très paradoxal. Ça ne va pas durer si longtemps non plus, mais c'est une manière... c'est d'autant plus frappant de lire Little Bolshie que les bolcheviks, finalement, en temps de guerre, on va aussi en faire l'éloge. Alors complètement, et d'ailleurs pendant les grèves, on renvoie beaucoup les mineurs britanniques en grève à ces mineurs stakhanovistes russes qui d'ailleurs font des tournées, des délégations en Grande-Bretagne, sont très mises en avant. Mais c'est intéressant aussi si on réfléchit à ces grands dirigeants des syndicats miniers, puisque initialement dans ces poches de résistance au décret 1305, dans ces poches de soutien que pouvaient trouver les mineurs dans les grèves, il y avait notamment ces grands dirigeants communistes comme Abe Morfat pour l'Écosse ou Arthur Horner pour le Pays de Galles, qui effectivement après 1941 renvoient l'étiquette de fasciste en fait aux mineurs en grève. Alors du coup, les gens qui font grève, que ce soit en janvier 42, mai, juin 1942, etc., il faut trouver des arguments pour se légitimer, pour dire on n'est ni des lâches ni des antipatriotes. Et du coup, on va aussi aller puiser dans le registre de l'effort de guerre en disant nous aussi on a été bombardés. Quand on n'est pas à la mine, on fait des tournées d'inspection, de surveillance, on est dans la Home Guard, dans cette sorte un peu d'organisation pas paramilitaire, mais disons de défense passive, quoi. Donc ils vont aussi chercher, ils vont mettre en avant leur propre modèle ou modalité de patriotisme. Alors complètement, et c'est vrai qu'on voit beaucoup des sortes de démonstrations de patriotisme, notamment des porte-paroles des grévistes dans la presse, qui soulignent le fait effectivement que les mineurs ont continué à travailler même sous les bombes, qu'ils font des heures supplémentaires, puisque le shift journalier s'est beaucoup allongé pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'ils font face aux pressions productivistes. Ils évoquent comme ça différents arguments pour
mettre en avant leur patriotisme. Et finalement, ce qui m'a intéressée, c'est la manière dont ils articulent cette défense du patriotisme avec en même temps la défense finalement d'acquis sociaux importants comme le salaire minimum. Et l'un des arguments qui revient beaucoup chez les mineurs en grève, c'est le fait qu'ils se battent aussi pour les mineurs qui sont sous les drapeaux, afin qu'ils ne rentrent pas dans quelques années et qu'ils réalisent que ces acquis pour lesquels ils s'étaient battus pendant des années avaient été abandonnés par les mineurs du Homefront. Et donc, ces différentes articulations m'ont beaucoup intéressée et finalement, des articulations qui sont très différentes selon les sphères. On voit bien qu'ils ne se défendent pas de la même manière selon qu'il s'agit de la presse, de ce qu'ils se disent entre eux, dans les pubs, dans les épiceries. Et donc, ça fait partie un petit peu de de ce qu'ont permis ces matériaux au ras du sol. Vous évoquez les mineurs sur les drapeaux et c'est l'occasion de rappeler que les guerres mondiales sont des moments de grand dilemme pour les États, que ce soit des États dirigistes ou des États plus démocratiques comme la Grande-Bretagne. Où est-ce qu'on a besoin d'hommes ? Est-ce qu'on a besoin d'hommes dans les avions et les mécanos de la RAF, dans les corps expéditionnaires divers et variés, en Crète, en Égypte, etc., aux Indes, à Singapour ? Est-ce qu'on a besoin d'hommes au fond des mines ? On a besoin d'hommes un peu partout. Et du coup, qui va aller où ? C'est un enjeu absolument central. Et il n'y a jamais vraiment de manière parfaite de le dire, parce que finalement, un jeune gars vigoureux de 25 ans, finalement, il peut aussi bien faire un bon soldat en Birmanie qu'un bon mineur. Et du coup, il y a des procédés quasiment de tirage au sort, où on se rend compte que des jeunes gens qui deviennent d'âge militaire, quasiment leur numéro est tiré. Alors on a dit que c'était dans le chapeau d'un ministre, qu'on avait tiré leur numéro. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, Dennis Owen, qui, à sa grande surprise, arrivant à l'âge militaire, à sa grande surprise, il est affecté non pas à l'armée comme il l'imaginait, mais affecté dans les mines. He said, I'm very sorry, but they've told me that the need for coal miners is much greater than the need for soldiers. So I'm afraid I couldn't do anything for you. Well, we had to accept it, as one did in wartime. Voilà, on devait l'accepter comme il fallait en temps de guerre. En fait, là, il raconte qu'il avait essayé d'intercéder avec quelqu'un qu'il connaissait, qui pouvait faire pression pour dire, il connaît rien à la mine, il va pas descendre à la mine, ça n'a pas de sens pour lui. Mais le besoin de mineurs était tel qu'à la fin de la guerre, on va affecter de jeunes gens, très jeunes gens, dans ce secteur industriel. C'est ça. Dennis, finalement, il fait partie de ceux qu'on a appelés les Bevin Boys, donc les gars de Bevin, du nom du ministre du Travail, puisque à partir de décembre 1943, face au manque criant d'effectifs dans les mines, Ernest Bevin va décider de faire un tirage au sort assez étrange parmi les conscrits, puisque il va faire ce tirage au sort et envoyer 1/10 des conscrits dans les mines britanniques. Donc quelque chose qui a beaucoup choqué à l'époque, une des politiques les plus impopulaires de l'époque. Et effectivement, comment se faisait ce tirage au sort ? Il s'agissait... En fait, on regardait les matricules de recrutement et les numéros de ces matricules. Et là, typiquement, dans le cas de Dennis, donc son numéro de matricule terminé par un 9. Et on pense que le tirage au sort donc, se faisait dans le chapeau d'Ernest Bevin directement par la secrétaire du ministre. Et donc, finalement, ça a été une expérimentation sociale tout à fait étrange que celle des Bevin Boys, puisque ces Bevin Boys, ils ne connaissaient rien pour la plupart au monde de la mine. Ils étaient issus... de toute origine sociale, et ils vont être envoyés dans ces mines après une formation très expéditive de 4 à 6 semaines. Et finalement, il s'agit d'une expérimentation qui m'a beaucoup intéressée, d'abord parce qu'on a assez peu écrit sur la question, mais aussi parce qu'il m'a semblé que ces Bevin Boys, ils pouvaient agir comme des révélateurs de dimensions cachées de l'univers de la mine, de pratiques, de codes, et aussi pour éclairer la question de la masculinité à la mine, typiquement. Et puis j'ai découvert qu'en fait, ils avaient aussi joué un rôle très important dans ces grèves de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on a un autre extrait qui nous permet de voir, du point de vue d'un de ces Bevin Boys, qu'est-ce que ça voulait dire, et notamment le fait que l'accueil des mineurs traditionnels, dont c'est déjà le métier, l'ancrage social, au départ est plutôt hostile, et puis après ils se rendent compte que c'est des gamins effrayés, frightened kids, c'est ce qu'on va entendre, et que du coup il y a plutôt des réflexes de solidarité qui jouent sur le lieu de travail, disons. C'est Harry Parks qu'on écoute. The men realised we were frightened kids. And they really looked after us. They made sure, because it takes you months and months to get your pit sense. You have to be aware of everything that could harm you. Simple things like tripping over a sleeper in
complete darkness. If you lost your lamp, you know, that it was a different world, and you had to learn new skills. It took months, but the men wouldn't let us walk into danger. Dans cet extrait, Ariane Mack, on a entendu l'expression « pit sense ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pit sense, le sens du puits, c'est assez difficile à expliciter, mais ça relève, là encore, de tout ce qui relève de l'art de travailler à la mine et d'une sorte d'intuition mêlée d'expérience quotidienne qui a été peut-être le mieux décrite par un Bevin Boy qui évoque un journaliste le terme de pit sense et qui dit, vous voyez ici... Ici, on a le fait qui est beaucoup plus bas. Et donc, si je me souviens à chaque fois, quand je passe dans cette galerie, qu'il faut que je baisse ma tête pour ne pas me cogner le casque, c'est ça le pit sense. Donc, c'est avoir vraiment cette connaissance en fait, du travail à la mine, cette connaissance de la mine. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est cette réticence initiale des mineurs face aux Bevin Boys que Harry Parks évoque très bien, puisque ces Bevin Boys qui sont envoyés donc, dans les mines, ils sont initialement assimilés par bien des mineurs, notamment dans le Yorkshire, par une sorte de main-d'œuvre étrangère, presque à des briseurs de grève. Le fait d'envoyer ces jeunes garçons qui n'ont aucune compétence est aussi vécu comme un affront, là aussi aux mining skills, aux compétences minières. Et donc, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était finalement d'étudier ce face-à-face entre les mineurs et les Bevin Boys, un face-à-face au quotidien lorsqu'ils travaillent côte à côte dans la mine, et de voir finalement la manière dont ces Bevin Boys, très vite, ils deviennent une sorte d'idéal type du mauvais mineur, en fait, du mineur très jeune, sans compétences, qui peut se révéler dangereux pour les mineurs, hein, parce qu'on a beaucoup d'anecdotes de Bevin Boys qui vont manipuler la boîte à buquet pour les explosifs, alors que le Bevin Boy est tout près de l'endroit des explosifs. Enfin, il y a des choses très intéressantes. On retrouve même des traces de la manière dont les Bevin Boys étaient vus dans les lexiques miniers, jusque dans les années 70-80, où to be a Bevin Boy, c'était vu comme être quelqu'un d'incompétent ou un tir au flanc. Sachant qu'il y en a qui sont restés mineurs après la guerre, parce que c'est ça qui est assez étonnant. Tout à fait. Il y en a qui sont restés mineurs, et notamment Harry Parks, qu'on vient d'entendre, qui est resté mineur, et notamment électricien, dans les mines, alors que initialement il a grandi autour de Sheffield, il a travaillé en usine, il était apprenti électricien, il ne connaissait absolument rien du monde des mines, et c'est vrai qu'ils sont quand même relativement peu nombreux parmi les Bevin Boys à être restés dans les mines après 1947, puisque beaucoup sont restés jusqu'en 47-48, et donc ils sont relativement peu nombreux à être restés dans les mines. On a un livre dont on a évoqué beaucoup d'aspects qui portent spécifiquement sur la guerre, mais finalement, la guerre, c'est aussi l'occasion, par les sources qu'elle produit, de faire de l'ethnographie ouvrière plus large, et du coup de retrouver au ras du sol, encore une fois, from below, des choses auxquelles on a rarement accès, ou alors par des ouvrages de ceux qu'on appelle aujourd'hui des transfuges de classe, quelqu'un comme Richard Hogarth, qui a écrit la culture du pauvre et d'autres ouvrages qui sont vraiment des classiques de l'historiographie des classes populaires britanniques. Et là, dans votre livre, on approche via ces enquêtrices qui se cachent un peu au fond d'un pub, qui prennent en note qui se dit, on approche notamment la place de l'humour qui est à la fois un rapport au politique, mais pas seulement un rapport au politique, parce que c'est pas que de la blague politisée, de la blague contestataire, c'est aussi l'humour comme mode de vie quotidien, ordinaire, façon d'appréhender les problèmes et façon de redire à chaque fois les hiérarchies, les places symboliques des uns et des autres, et on voit que c'est très très prégnant dans la culture et le fonctionnement social de ces gens. Oui, et c'est vrai que j'ai été là encore très chanceuse d'avoir ces matériaux d'enquête du Mass Observation, puisque ces enquêtrices, elles font particulièrement attention à tout ce qui relève de ces formes verbales d'entre-soi, de l'humour. Elles relèvent les plaisanteries qui s'échangent entre mineurs. Et donc, ça a été particulièrement intéressant de voir la place de l'humour dans, finalement, la manière de tenir en grève, dans ces échanges de quotidiens. L'autodérision parfois, pas seulement de l'humour contestataire, mais aussi de l'humour un peu self-deprecating, on dirait. Alors, c'est ça, avec des mineurs qui rient parce que ça fait quelques semaines qu'ils ne sont pas allés au fond, et donc leurs mains sont très blanches, on dirait presque des mains de femmes, ce soupçon de dévirilisation des grévistes. En fait, cet humour, c'est aussi un point d'entrée pour voir les craintes des mineurs. Parce que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la manière dont cet humour, il est utilisé pour désamorcer ces craintes
des grévistes. Typiquement, on les voit plaisanter dans les pubs, notamment avec une barmaid, sur le fait que très vite leurs économies vont fondre et qu'ils ne pourront plus consommer de bière dans les pubs, ce qui d'ailleurs fait très peur. Leurs 18 pintes quotidiennes, oui, on lit ça aussi. Alors effectivement, des consommations en alcool assez importantes. Donc on a ces plaisanteries et en même temps c'est vrai que ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est le fait que finalement je m'attendais à avoir des sortes de plaisanteries qui soient de l'ordre de l'infrapolitique décrit par James Scott, et donc peut-être des plaisanteries à l'encontre du patronat, des compagnies minières. Et j'en ai trouvé très peu de ce type de plaisanteries. Ce que j'ai plutôt trouvé, c'était des plaisanteries critiques, mais critiques envers les dirigeants syndicaux. Et là aussi, en fait, c'était extrêmement intéressant de pouvoir voir dans ces formes verbales d'entre-soi, de pouvoir voir émerger les doutes des grévistes, mais aussi leur exaspération face aux négociations qui s'éternisent, de voir les tensions en fait au sein du collectif. Et tout ça, c'était particulièrement intéressant à contraster avec bien sûr les discours unis qui paraissent dans la presse, notamment lorsqu'il s'agit de défendre les meneurs qui sont devenus des martyrs locaux. Donc c'est vrai que cette entrée par la plaisanterie, par l'humour, ça s'est révélé en fait être de manière étonnante une sorte de fil rouge aussi de cet ouvrage. La plaisanterie, mais aussi des éléments comme la rumeur, le ragot, qui ont là aussi une place assez importante du fait de ces matériaux ethnographiques. Dernière chose peut-être, et qui est aussi un des fils rouges importants de l'ouvrage, c'est la place des rapports de genre. Vous le dites à un moment, j'ai trouvé le genre partout dans cette histoire, alors que au départ, elle est plutôt construite comme une histoire masculine d'hommes en grève, et finalement, ces hommes en grève, ils ont leur propre représentation symbolique genrée de qui ils sont, quel est leur rôle, mais ils sont en interaction permanente avec leurs épouses, avec les femmes de ces communautés, au pub ou ailleurs, qui les servent ou qui travaillent avec eux à d'autres postes, etc. Et que tenir sa place comme mineur, c'est aussi tenir sa place comme homme, et en rapport avec des conceptions de la masculinité en permanence réaffirmées, puis en permanence aussi renégociées, notamment par l'humour. Complètement. Et c'est vrai que je pensais travailler sur le salaire, et j'ai trouvé le genre partout. Et c'est peut-être le plus frappant dans le cas de la grande vague de grève de 1942, où là, les revendications salariales des mineurs se font beaucoup en comparaison avec les hauts salaires des ouvriers et des ouvrières des usines de munitions. Et en fait, quand on plonge dans les documents d'enquête du Mass Observation, on réalise bien sûr que ces usines de munitions, elles ont été construites dans les vallées minières, et donc ces ouvriers, ces ouvrières, ce sont en fait des gens qui sont issus des communautés minières, donc d'anciens mineurs au chômage, des femmes de mineurs, et donc il s'agissait d'étudier aussi ces tensions entre voisins. Et ce qui m'a intéressée, c'est le fait de voir que en 1942, ces revendications, elles se cristallisent autour de ce qui est le plus dissible. Donc ces écarts de revenus, ces écarts de salaire. Mais si on va voir l'origine de ces tensions à hauteur des cités minières, des interactions quotidiennes, on réalise très vite que dans les cités minières, ce qui provoque des tensions, c'est le rapport aux dépenses, le rapport aux consommations. Et donc, notamment, la manière dont ces revenus plus élevés vont pouvoir être traduits par des dépenses, des voisins, des voisines. En fait, ce que j'ai beaucoup trouvé dans les matériaux du Mass Observation, ce sont des personnes dans les cités minières qui sont aux aguets des dépenses des uns des autres, de ce qui pourrait être assimilé à une consommation ostentatoire, et c'est parfois vraiment à l'échelle alimentaire. Une dinde pour une famille de mineurs peut représenter un luxe à l'époque. Et donc, ça a été très intéressant pour moi de voir la manière dont finalement ces bouleversements de l'organisation du travail dans les cités minières, elles créaient donc des tensions entre voisins, mais aussi, bien sûr, des frictions au sein des couples dans les cités minières. Et là, on a notamment de magnifiques témoignages qui ont été récoltés par les enquêtrices du Mass Observation, non seulement sur les tensions créées pour les femmes, notamment qui ont été embauchées dans les usines de munitions, mais aussi sur les astuces qu'elles ont pour gérer l'argent et l'économie domestique. Et donc, vraiment, quand on va voir à l'échelle de la cité minière, on réalise qu'au-delà de la seule question des salaires, tout ça est lié
aux questions de consommation, de rapport de genre, d'émancipation féminine, avec notamment la place des femmes dans les pubs, leur consommation de bière, mais aussi des questions de licence sexuelle. Et donc, on voit bien à quel point tout cela est articulé. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ? Alors, j'évoquais ces tensions et la manière dont elles s'expriment, c'est notamment à travers les rumeurs et les commérages. Et sur cette question-là, et peut-être pour voir que derrière le commérage, on n'a pas simplement, comme on l'a souvent dit, une sorte de parole féminine et triviale, mais en fait, on a souvent tout un réseau de soutien, d'entraide et d'astuces féminines. Donc, sur la question, je conseille vraiment le très bel ouvrage de Melanie Tabet, Women's Talk, notamment sur l'importance de ces ragots dans les communautés ouvrières, donc du 19e et du début du 20e siècle. On retrouvera la référence sur le site de Parole Histoire. Je rappelle le titre de votre livre, En guerre et en grève, enquête dans les cités minières britanniques 1939-1945. Merci beaucoup Ariane Mac. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.